Ceci est l'histoire remarquable de Pierre Dubois, un mécanicien de génie dont la vie a basculé à jamais le jour où il a aperçu une jeune fille en fauteuil roulant, observant ses camarades de classe jouer juste à l'extérieur de son garage. Plutôt que de détourner le regard, il a consacré chaque instant de son temps libre à fabriquer quelque chose d'extraordinaire. L'exosquelette personnel a été forgé à partir de ferrailles, d'articulations découpées à la main et d'un système hydraulique artisanal, le tout assemblé avec une méticulosité stupéfiante. Lorsque la jeune fille s'est enfin levée et a fait ses premiers pas, sa joie a résonné dans tout le quartier. Mais ce que Pierre ignorait, c'est que le lendemain matin, un avion privé atterrirait sur une piste d'atterrissage désaffectée près de son atelier, transportant un homme qui allait transformer son humble garage en quelque chose qui dépasserait ses rêves les plus fous. Que se passe-t-il lorsqu'un simple acte de gentillesse ouvre la porte à un avenir inimaginable? Avant de reprendre notre récit, dites-nous d'où vous nous suivez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous de vous abonner, car demain, je vous réserve quelque chose de très spécial. Les gonds rouillés du garage Dubois grincèrent leur bonjour matinal familier lorsque Pierre souleva la lourde porte sectionnelle. La première lueur de l'aube se refléta dans les mèches d'argent de ses cheveux, gagnés au cours de 30 années passées penchées sur des moteurs et à lutter contre des boulons récalcitrants. La caisse à outils de son père, en métal rouge et raflé portant le nom de Marcel Dubois peint à la main sur le côté, trônait en bonne place près de son établi, rappel constant de 3 générations d'expertise mécanique. Les doigts calleux de Pierre caressèrent les bords usés de la caisse à outils alors qu'il entamait sa routine matinale. Le petit garage, avec son sol en béton taché d'huile et ses murs ornés de pièces automobiles anciennes, était son sanctuaire depuis qu'il était assez grand pour tenir une clé à molette. Chaque outil avait sa place. Chaque recoin abritait un souvenir, et même l'odeur persistante de graisse et de métal avait le réconfort du foyer. La vieille Renault 4 de Madame Bernard attendait patiemment sa révision mensuelle. La voiture, comme beaucoup d'autres à Saint-Rémy-en-Loire, avait largement dépassé son apogée. Mais Pierre la maintenait en état de marche grâce à un mélange de compétences et d'improvisation qui était devenu sa marque de fabrique. Les temps étaient durs dans leur petite ville. La fermeture de l'usine 3 ans plus tôt avait durement touché tout le monde, mais la réputation de Pierre pour un travail honnête à un prix juste assurait un flux constant de clients à son atelier. Il était en train d'ajuster la courroie de distribution de la Renault lorsqu'il remarqua la petite pour la première fois. Elle ne pouvait pas avoir plus de 12 ans. Son fauteuil roulant était soigneusement positionné à l'ombre du vieux chêne d'en face. L'école venait de se terminer et les enfants passaient en courant devant elle, leur rire et leur conversation résonnant dans l'air de l'après-midi. Certains lui adressaient un signe de tête, d'autres faisaient semblant de ne pas la voir. Pierre l'observa ajuster légèrement sa position, essayant de suivre les mouvements d'un match improvisé sur le terrain de sport communal voisin. Ses mains serraient les accoudoirs de son fauteuil, les jointures blanchies par une émotion que Pierre ne connaissait que trop bien. Ce désir lancinant de participer, de faire partie de quelque chose qui semblait éternellement hors de portée. Cette scène remua quelque chose de profond en lui. Une douleur sourde et familière qu'il pensait avoir enterrée des années auparavant. Dans le visage de cette fille, il voyait le fantôme d'une autre, sa Léa, qui n'avait jamais eu la chance de courir et de jouer. La maladie l'avait emporté trop vite, ne laissant que des photographies et le souvenir d'un rire qui avait autrefois rempli les murs de ce même garage. Les outils dans ses mains semblèrent soudain plus lourds. Pierre avait passé sa vie à réparer des choses, des voitures, des motos, du matériel agricole, tout ce qui avait des engrenages et des pièces mobiles. Mais certaines choses ne pouvaient pas être réparées avec une clé et une douille. Où le pouvaient-elles? Il se retrouva à marcher vers l'entrée du garage, s'essuyant les mains sur le chiffon de mécanicien rouge qu'il gardait toujours dans sa poche arrière. La fille remarqua son approche et lui offrit un petit sourire timide qui illumina son visage. « Je suis Pierre », dit-il en s'accroupissant à sa hauteur. « Je t'ai vu regarder les matchs. »« J'adore le basket », répondit-elle, sa voix possédant une force tranquille qui lui rappela encore plus Léa. Elle s'appelait Chloé Martin. « Je jouais, avant. » Elle fit un geste vague vers ses jambes, enserrées dans des attelles métalliques qui semblaient lourdes et encombrantes. Maintenant, je ne fais que regarder. Pierre hocha la tête, son œil de mécanicien évaluant déjà les attelles rudimentaires, notant la mauvaise conception des articulations, le poids excessif, l'amplitude de mouvement limitée. Dans son esprit, des conceptions alternatives commençaient à prendre forme. Des matériaux plus légers, de meilleures articulations, une assistance hydraulique. Est-ce que tu aimerais rejouer, Chloé? L'espoir qui illumina le visage de la jeune fille fut une réponse suffisante,
même si elle tenta de le masquer par une résignation bien rodée. Les médecins disent que je pourrais peut-être remarcher normalement un jour. Quand nous aurons les moyens de payer les procédures spéciales. Et le matériel, ajouta Pierre, son regard se posant sur la caisse à outils de son père, puis sur le garage qui était l'héritage de sa famille depuis 3 générations. Il pensa aux compétences transmises de père en fils, aux problèmes résolus avec ingéniosité lorsque l'argent se faisait rare. Et il pensa à Léa, qui aurait eu l'âge de Chloé maintenant. Parfois, dit-il prudemment, il faut fabriquer notre propre vin jour. Bien après que le dernier client soit rentré chez lui, Pierre était assis à son établi, la seule lumière provenant d'une vieille lampe de bureau qui projetait de longues ombres sur les pages éparpillées des manuels médicaux. Le manuel de la bibliothèque municipale sur les prothèses, daté de 1998 et au coin corné par des années d'utilisation, était ouvert devant lui, ses schémas un labyrinthe de jargon technique et de biomécanique complexe. Vous y êtes encore, avait dit Sandrine Lefebvre, la bibliothécaire de nuit, lorsqu'il avait emprunté tous les livres qu'ils avaient sur les prothèses et l'orthopédie. Elle le connaissait depuis le lycée, l'avait vu élever puis perdre Léa, l'avait vu se jeter à corps perdu dans le travail par la suite. Son regard compréhensif lui fit savoir qu'elle reconnaissait les signes familiers de Pierre Dubois en mission. Son carnet était rempli de croquis, d'abord grossiers, puis de plus en plus détaillés à mesure que la nuit avançait. Il avait toujours eu ce don de visualiser le fonctionnement des choses, de voir l'interaction des pièces mobiles dans son esprit avant même de poser une clé sur le métal. Mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas de réparer une courroie de distribution cassée ou de reconstruire une transmission. Il s'agissait de rendre un rêve à une jeune fille. La première tentative fut un échec cuisant. Pierre se tenait dans son atelier au milieu de la nuit, fixant l'assemblage de tubes d'aluminium tordus et d'articulations en acier qui ressemblaient plus à de l'art moderne qu'à un appareil médical. 3 semaines de soirées de travail, d'innombrables croquis et des heures d'usinage minutieux, tout cela pour quelque chose qui ne pouvait même pas supporter une poupée, encore moins une jeune fille en pleine croissance. « Eh bien, ça ne marchera pas », marmonna-t-il en passant une main dans ses cheveux argentés. Les pièces éparpillées sur son établi racontaient l'histoire de ses efforts infructueux. Les ressorts d'amortisseurs de moto récupérés étaient trop rigides pour leur nouvelle fonction, les conduites hydrauliques d'un système de freinage fuyaient sous la pression, les articulations se bloquaient au lieu de bouger en douceur. Mais l'échec est un vieil ami pour tout bon mécanicien. Chaque véhicule qui était entré dans son garage avec un problème impossible lui avait appris la même leçon. Il y a toujours un autre moyen si vous êtes prêt à chercher assez fort. Il commença à trier les composants défaillants, analysant les faiblesses de chaque pièce. L'aluminium était trop léger, il se pliait sous des points de contrainte qu'il n'avait pas anticipés. La conception de l'articulation, adaptée d'un système de dérailleur de vélo, ne pouvait pas supporter les forces de torsion complexes impliquées dans le mouvement humain, et l'ensemble était beaucoup trop lourd. Il avait pensé comme un mécanicien, sans tenir compte de l'énergie que Chloé devrait dépenser pour déplacer ses membres artificiels. La jeune fille venait encore au garage la plupart des après-midi, s'installant à sa place habituelle sous le vieux chêne. Elle ne lui demandait jamais ce qu'il faisait, mais il la surprenait à observer avec une concentration silencieuse alors qu'il transportait des matériaux entre le garage et l'entrepôt. Parfois, leurs regards se croisaient, et elle lui offrait ce petit sourire plein d'espoir qui faisait naître une boule de détermination dans sa poitrine. Un soir, alors qu'il fermait boutique, la mère de Chloé, Valérie Leclerc, passa. Elle portait encore son uniforme d'infirmière de l'hôpital local, l'air fatigué après ce qu'il supposait être une double garde. « Monsieur Dubois, dit-elle, sa voix empreinte à la fois de chaleur et d'inquiétude. Chloé m'a dit que vous aviez été très gentil avec elle. Pierre, s'il vous plaît, répondit-il en s'essuyant les mains sur son chiffon. Et votre fille est une bonne compagnie. Elle me rappelle quelqu'un que j'ai connu. Le regard de Valérie se posa sur la seule photo accrochée à son mur. Léa en uniforme de baseball, avant le diagnostic. J'ai entendu parler de votre fille. Je suis vraiment désolé. Pierre hocha la tête, le chagrin familier reposant tranquillement dans sa poitrine. Chloé a le même regard. La même détermination. La voix de Valérie s'adoucit. Parfois, je pense que c'est la chose la plus difficile. Voir cette détermination se heurter à. Elle fit un geste impuissant vers le fauteuil roulant. Et si ce n'était pas une fatalité? Les mots sortirent avant que Pierre ne puisse les retenir. Il conduisit Valérie à son établi, lui montra les croquis,
expliquant ses idées dans le langage technique qu'il savait qu'elle comprendrait grâce à sa formation médicale. Ça pourrait marcher, dit-elle lentement, ses doigts traçant le dernier dessin, mais les matériaux seuls coûteraient. J'ai les matériaux, l'interrompit Pierre. J'ai gardé chaque pièce intéressante pendant des années. Je ne savais tout simplement pas pourquoi jusqu'à maintenant. Il ne mentionna pas le fonds d'études qu'il n'avait jamais eu la chance d'utiliser pour Léa. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être dites. Valérie le regarda longuement. Pourquoi? Parce que certaines choses ne devraient pas être impossibles simplement parce qu'elles sont chères. Le prototype suivant prit une forme différente. Pierre cessa d'essayer de reproduire les modèles existants et commença à réfléchir aux avantages uniques de ces matériaux de récupération. Une barre de renfort en titane provenant d'un cadre de moto haut de gamme offrait une résistance légère. Des rotules de suspension de voitures de sport européennes assuraient une articulation fluide. Des plaques d'aluminium de qualité aéronautique, soigneusement façonnées et renforcées, créaient des segments de support sur mesure. Chaque échec lui apprenait quelque chose de nouveau. Lorsque la première conception d'articulation se bloqua, il développa un système hybride utilisant des roulements à billes scellées de roues haute performance. Lorsque la répartition du poids s'avéra problématique, il adapta les principes de l'amortissement progressif des amortisseurs modernes. Chaque pièce cassée et chaque vis foirée le rapprochait d'une solution viable. Tard une nuit, alors qu'il testait le dernier mécanisme d'articulation, une petite voix s'éleva de l'entrée du garage. « C'est pour moi, n'est-ce pas ?» Chloé était assise dans son fauteuil roulant, éclairée par la lampe de sécurité. Elle avait dû rouler jusqu'ici après avoir vu la lumière de son garage encore allumée. Pierre choisit sa réponse avec soin. « Si tu en veux bien, même s'il y a encore beaucoup de travail. » Chloé s'approcha, examinant l'exosquelette inachevé avec une curiosité intense. « Tout le monde dit que vous êtes le meilleur mécanicien de la ville, que vous pouvez tout réparer. »« Pas tout, » dit doucement Pierre en pensant à Léa. « Mais peut-être que cette fois. » Chloé tendit la main pour toucher la surface lisse du métal, ses doigts suivant les courbes conçues pour épouser ses propres mesures. Des mesures qu'il avait estimées grâce à une observation attentive et à des photos de ses attelles actuelles. « C'est magnifique, » dit-elle simplement, et en le voyant à travers ses yeux, en voyant la possibilité qu'il représentait plutôt que ses imperfections, Pierre dut convenir que c'était le cas. Le fauteuil roulant resta dans un coin du garage de Pierre, un visiteur temporaire, tandis que Chloé explorait son atelier sur une vieille chaise de bureau qu'il avait sortie pour elle, les yeux brillant à chaque outil qu'il expliquait, chaque processus qu'il démontrait. C'était devenu leur routine de l'après-midi. Elle venait après l'école, et il lui apprenait les bases de son métier tout en travaillant sur son exosquelette. Alors, l'hydraulique fonctionne un peu comme les conduites de frein d'une voiture? Demanda Chloé, le regardant plier soigneusement une section de tube de cuivre. Son esprit vif assimilait les concepts mécaniques plus rapidement que n'importe quel apprenti qu'il avait eu. C'est le même principe, expliqua Pierre, tenant le tube pour qu'elle l'examine. Mais nous l'utilisons pour aider à contrôler le mouvement au lieu de l'arrêter. Tu vois comment cette valve ajuste le débit? Valérie se joignait à eux lorsque son emploi du temps le permettait, apportant un café à Pierre et aidant Chloé avec ses devoirs à un petit bureau dégagé. Le garage se transforma lentement. Un petit réfrigérateur apparut, rempli de boissons et de collations, une étagère d'angle abritant les manuels scolaires de Chloé et les manuels techniques de Pierre. Des fleurs fraîches dans un pot de confiture sur l'établi. Les touches de Valérie illuminaient l'espace industriel. Le prototype évoluait de semaine en semaine, chaque itération les rapprochant de leur objectif. La mère de Chloé suivait les progrès avec une émotion grandissante. Sa main se posait souvent sur l'épaule de Pierre en signe de soutien silencieux. Leurs doigts se frôlaient en se passant des outils ou en partageant un café, s'attardant un peu plus à chaque fois. « Merci », murmura Valérie un soir, alors qu'il regardait Chloé inspecter le design presque achevé. Pas seulement pour ça, mais pour lui avoir redonné espoir. Pierre se tourna pour répondre et trouva son visage plus proche que prévu. Ses yeux brillaient de larmes non versées. Pendant un instant, il vit son propre parcours s'y refléter. Le deuil, la guérison, la joie inattendue de retrouver un but. « Vous m'avez aussi rendu quelque chose », répondit-il doucement. Et ils savaient tous les deux qu'ils ne parlaient pas seulement d'espoir. Le matin du premier test arriva, clair et frais, la lumière du soleil traversant les fenêtres du garage et se reflétant sur le métal poli de l'exosquelette terminé. Pierre était debout bien avant l'aube, vérifiant et revérifiant chaque connexion,
chaque articulation, chaque dispositif de sécurité. Le prototype brillait sur son établi, un témoignage de 6 mois d'essais et d'erreurs, de nuits blanches et de petits matins, d'espoir façonné en acier et en titane. Le docteur Antoine Moreau arriva le premier, sa mallette médicale à la main, son attitude habituellement professionnelle teintée d'une excitation palpable. Les radiographies confirment que tout est correctement aligné, dit-il en consultant ses notes. Les points de fixation sont parfaits pour sa structure osseuse. Pierre hocha la tête, trop nerveux pour parler. Il avait vérifié les mesures des centaines de fois, mais ce n'était pas comme tester un moteur reconstruit. C'était l'avenir de Chloé qu'il tenait entre leurs mains, ses rêves en équilibre sur la précision de son travail. « Prête ?» demanda Pierre à Chloé, en s'accroupissant à sa hauteur. Elle hocha la tête, son visage un mélange de détermination et d'un espoir presque insoutenable. « Je suis prête depuis toute ma vie. » Le processus d'ajustement fut méticuleux. Le docteur Moreau supervisa chaque étape, vérifiant la pression, les points de contact et la circulation sanguine pendant que Pierre effectuait de minuscules ajustements. Chloé observait attentivement, posant des questions sur chaque composant au fur et à mesure de sa fixation. Sa compréhension de l'ingénierie avait grandi avec le projet. Elle pouvait maintenant discuter de l'hydraulique et de l'articulation avec une expertise surprenante. « Comment ça se sent ?» demanda Pierre en serrant la dernière sangle. Chloé testa la flexion de ses nouvelles articulations, les yeux écarquillés par la réponse fluide. « C'est léger, comme si ça faisait partie de moi. » « Le vrai test arrive, » leur rappela doucement le docteur Moreau. « Souviens-toi de ce dont nous avons discuté. » De petits pas au début. Ils avaient dégagé un passage dans le garage, installant des barres parallèles empruntées au service de physiothérapie de l'hôpital. Valérie se tenait à une extrémité, les mains jointes. Pierre se posta à l'autre, prêt à rattraper Chloé si nécessaire. « Quand tu seras prête, » dit-il doucement. Chloé agrippa les barres, le visage concentré. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, lentement, elle commença à se hisser. L'exosquelette répondit exactement comme prévu, les systèmes hydrauliques sifflant doucement alors qu'il prenait son poids. Chaque articulation s'activa en séquence, assistant son mouvement avec la précision que Pierre avait mis des mois à perfectionner. « C'est ça », encouragea le docteur Moreau. « Comme nous l'avons répété. » Chloé se tint complètement droite pour la première fois depuis des années, ses mains serrant les barres, des larmes coulant sur son visage. Valérie laissa échapper un petit sanglot de joie. « Je suis debout », murmura Chloé. « Maman, je suis debout. »« Tu te débrouilles si bien, ma chérie », réussit à dire Valérie à travers ses propres larmes. « Tu veux essayer un pas ?» Chloé hocha la tête, son expression passant de l'émerveillement à la détermination. Lentement, prudemment, elle souleva son pied droit. L'exosquelette répondit en douceur, suivant la séquence de mouvements programmés. Lorsqu'elle posa le pied, il supporta son poids parfaitement. Un équilibre parfait, commenta le docteur Moreau d'un ton professionnel, bien que sa voix ne soit pas tout à fait stable. Encore un, Chloé. Un pas à la fois. Chloé avança le long des barres. Chaque mouvement devenait plus sûr alors qu'elle apprenait à faire confiance au mécanisme que Pierre avait construit. À mi-chemin, elle leva les yeux vers lui, son visage rayonnant de joie. « Ça marche, » dit-elle. « Ça marche vraiment. » Pierre ne put que hocher la tête, la gorge trop nouée pour parler. Dans la démarche de Chloé, il voyait la détermination de Léa. Dans son sourire, il voyait toutes les possibilités futures dont ils avaient rêvé pour sa fille, maintenant ressuscitée. À ce moment, au bout des barres, Chloé lâcha prise, se tenant debout sans aide pour la première fois. Puis, avant que quiconque ne puisse l'arrêter, elle fit un pas sans soutien. « Chloé !» halta Valérie en se précipitant vers elle. Mais Chloé fit un autre pas, puis un autre. Ses mouvements étaient incertains, mais gagnaient en confiance à chaque seconde. Elle atteignit la porte du garage et se retourna, réussissant 3 pas en arrière avant que Pierre ne la rattrape alors que ses jambes cédaient finalement à la fatigue. « Désolée, » dit-elle, sans avoir l'air désolée du tout. « Je ne pouvais pas attendre. » « Ne t'excuse jamais de voler quand les gens s'attendent à ce que tu marches, » dit doucement Pierre, l'aidant à regagner son fauteuil roulant. « Comment c'était ?» Les yeux de Chloé brillaient. Comme la liberté. Le docteur Moreau prenait des notes rapides, marmonnant que cela dépassait toutes les attentes.
Valérie avait les mains sur la bouche, les larmes coulant librement. Mais l'attention de Pierre était fixée sur le visage de Chloé, sur l'avenir infini qu'il y voyait se refléter. Demain, dit-il, nous essayerons de courir. Le sourire de Chloé en réponse fut plus éclatant que le soleil du matin qui filtrait par la fenêtre du garage. Plus éclatant même que le souvenir du dernier sourire de Léa qui l'avait motivé pendant tous ces mois. À cet instant, Pierre sut qu'ils avaient créé bien plus qu'un exosquelette. Ils avaient fabriqué l'espoir lui-même à partir de pièces de rechange et de détermination. Personne ne remarqua le SUV noir garé de l'autre côté de la rue cet après-midi-là, ses vitres teintées reflétant le soleil d'été. Personne ne vit l'homme en costume de charbon de bois bien coupé prenant des notes sur sa tablette, ni l'appareil photo sophistiqué qui enregistrait chaque instant des premiers pas de Chloé, mais ils étaient là, observant, documentant, évaluant. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de progrès rapide. Chloé passait chaque moment libre à s'entraîner avec ses nouvelles jambes, chaque jour apportant de nouvelles réussites. Elle pouvait maintenant marcher sur toute la longueur du garage sans aide, faire des cercles fluides, et même réussir quelques pas prudents en arrière. Pierre effectuait de légers ajustements au besoin, mais la conception de base s'avérait remarquablement solide. « Regarde ce que j'ai trouvé en ligne », annonça Chloé un après-midi, entrant dans le garage avec son ordinateur portable. Elle afficha un reportage local qui était devenu viral. Il t'appelle le mécanicien miracle de Saint-Rémy-en-Loire. Pierre grimaça à ce surnom. Il n'y a rien de miraculeux dans une bonne ingénierie. Les commentaires ne sont pas d'accord, sourit Chloé en faisant défiler des centaines de réponses. Les gens demandent si tu peux aussi aider leurs enfants. Cela fit réfléchir Pierre. Il avait été tellement concentré sur l'aide à Chloé qu'il n'avait pas envisagé les implications plus larges. La pensée était à la fois exaltante et terrifiante. Combien d'autres enfants attendaient une chance de marcher? Ce qu'il ne savait pas, c'est que d'autres se posaient exactement les mêmes questions. Dans un immeuble de bureaux élégants à des centaines de kilomètres de là, Jean-Luc Fournier, PDG de Wellington Technologies Médicales, regardait la vidéo virale pour la 3e fois. Son expression était neutre, mais ses yeux brillaient d'un intérêt intense. « Faites-moi une vérification complète des antécédents de ce Pierre Dubois », ordonna-t-il à son assistante. « Je veux tout savoir. Formation, antécédents professionnels, situation familiale. Et fournissez-moi des images détaillées de la conception de cet exosquelette. » De retour à Saint-Rémy-en-Loire, des changements subtils commencèrent à se produire autour du garage. Il semblait y avoir plus de voitures garées à proximité, leurs occupants anormalement intéressés à prendre des photos. Les journalistes locaux se présentaient de plus en plus souvent, posant des questions techniques qui semblaient étrangement spécifiques. Le docteur Moreau le remarqua le premier. « On vous surveille, Pierre », mentionna-t-il nonchalamment lors d'un des examens de Chloé. Et pas seulement par des youtubeurs amateurs. Ce sont des photographes professionnels, là dehors. Pierre haussa les épaules, plus préoccupé par la légère hésitation qu'il avait remarquée dans l'articulation du genou droit de Chloé. Laissez-les regarder. Nous n'avons rien à cacher. Mais Valérie n'était pas si sûre. Des années à l'hôpital lui avaient appris à reconnaître l'intérêt des entreprises quand elles le voyaient. Ils ne font pas que regarder, Pierre. Ils évaluent votre conception. Elle pourrait valoir des millions. Elle n'est pas à vendre, dit fermement Pierre, effectuant un autre micro-ajustement au mécanisme du genou. C'est pour Chloé, pour des enfants comme elle. Les observateurs devinrent plus audacieux. Un après-midi, une femme en tailleur coûteux entra directement dans le garage, un appareil photo numérique à la main. « Monsieur Dubois, je représente une société de technologie médicale très intéressée par votre travail. » Pierre leva les yeux de son établi, son expression déterminée. « Le garage est fermé pour réparation aujourd'hui, madame. » Elle sourit, nullement découragée. « Nous sommes prêts à faire une offre très généreuse. » « Le garage est fermé », répéta Pierre en se retournant vers son travail. La femme partit, mais pas sans prendre quelques photos supplémentaires. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, Pierre était assis seul dans le garage, étudiant les plans de l'exosquelette étalés sur son établi. Les croquis originaux, marqués d'innombrables révisions et améliorations, racontaient l'histoire de son parcours, pas seulement d'innovation technique, mais de guérison, de but retrouvé en aidant quelqu'un d'autre. Son téléphone vibra avec une autre demande des médias, le faisant soupirer. Il était mécanicien, pas homme d'affaires.
Il réparait les choses parce qu'elles avaient besoin d'être réparées. Il aidait les gens parce qu'ils avaient besoin d'aide. L'attention, l'intérêt des entreprises, tout cela semblait déplacé. Mais alors qu'il rangeait les derniers plans, une ombre passa devant la fenêtre de son atelier. Dans le crépuscule grandissant, un autre SUV noir passa lentement devant le garage. Le carillon que Léa avait fabriqué en cours d'art plastique tinta doucement dans la brise du soir, attirant l'attention de Pierre sur sa photo au mur. Il se souvint de son rêve de devenir médecin, d'aider d'autres enfants malades. Peut-être que ces yeux qu'il observait n'étaient pas seulement une menace. Peut-être était-il une opportunité. Le son d'un réacteur brisa le silence matinal de Saint-Rémy-en-Loire. Pierre était en train de passer en revue ses rendez-vous de la journée quand il l'entendit. Un rugissement profond et puissant qui fit vibrer sa tasse de café sur l'établi. Par la porte du garage, il regarda avec étonnement un élégant avion privé atterrir sur une piste d'atterrissage désaffectée qui n'avait pas été utilisée depuis la fermeture de l'usine. On ne voit pas ça tous les jours, commenta Michel Dupont en arrivant de son magasin d'aliments pour animaux voisins. D'autres habitants commencèrent à se rassembler, attirés par le spectacle inhabituel. La porte de l'avion s'ouvrit et un petit groupe descendit. En tête se trouvait un homme de grande taille dans un costume impeccable. Ses cheveux argentés et sa présence imposante le désignaient comme quelqu'un habitué au pouvoir. Derrière lui se trouvait une équipe de sécurité. Et puis, le cœur de Pierre manqua un battement. Marchant avec assurance dans l'exosquelette qu'il avait construit, se trouvait Chloé. Chloé. Pierre sortit de son garage, la confusion peinte sur son visage. Qu'est-ce qui se passe? Son expression était un mélange d'excuses et d'excitation. Il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres, Pierre, dit-elle en faisant un geste vers l'homme aux cheveux d'argent. C'est mon père, Jean-Luc Fournier. Le nom frappa Pierre comme un coup de poing. Tout le monde connaissait Wellington Technologies Médicales. Ils étaient le plus grand fabricant de prothèses du pays. Monsieur Dubois. Fournier tendit la main, sa poignée ferme et assurée. Nous devons parler de ce que vous avez créé ici. Pierre les conduisit à l'intérieur de son garage, douloureusement conscient des taches d'huile sur le sol et de la vieille cafetière qui gargouillait dans le coin, mais Fournier ne semblait pas remarquer l'environnement modeste. Son attention était fixée sur les plans de l'exosquelette étalés sur l'établi de Pierre. J'ai demandé à mes meilleurs ingénieurs d'analyser votre travail, dit Fournier en prenant l'un des schémas. Réalisez-vous ce que vous avez accompli? Ce système d'articulation hydraulique, c'est révolutionnaire. Vous avez résolu des problèmes qui bloquaient notre département depuis des années, et vous l'avez fait avec des pièces de récupération et un pur génie. Pierre jeta un coup d'œil à Chloé, qui sautillait presque d'une excitation contenue. Je voulais juste l'aider à marcher. Et ce faisant, vous avez peut-être changé l'avenir de la conception des prothèses. Fournier reposa le schéma. Votre solution est élégante, rentable et, plus important encore, elle fonctionne. Nous avons suivi les progrès de Chloé, son adaptabilité, le naturel de ses mouvements. C'est sans précédent à ce niveau de prix. Ces observateurs, c'étaient vos hommes, réalisa Pierre. Fournier hocha la tête. Je devais en être certain avant de faire cette proposition. Il ouvrit sa mallette et en sortit un épais dossier. Je veux m'associer à vous, monsieur Dubois, pas vous racheter. Un partenariat. Nous fournirons les installations, les ressources, le réseau de distribution. Vous dirigerez l'équipe de développement, en conservant un contrôle créatif total. L'esprit de Pierre tournait. Je ne suis qu'un mécanicien. Vous êtes un innovateur, corrigea Fournier. Quelqu'un qui voit des solutions là où d'autres ne voient que des problèmes. C'est exactement ce dont nous avons besoin, il fit un geste autour du garage. Pensez à ce que vous avez accompli ici avec des ressources limitées. Imaginez ce que vous pourriez faire avec un laboratoire entièrement équipé et une équipe d'ingénieurs à votre disposition.